La reine de la contre-attaque. À peine avais-je posé le plat de blanquette de veau sur la table de la cuisine que le téléphone sonna brusquement. Un coup d'œil à l'écran. Julien, mon mari. À cette heure, il était censé faire des heures supplémentaires au bureau. « Allô ?» dis-je en essuyant mes mains à la hâte sur mon tablier. « Chloé, il faut que je te parle. » La voix de Julien était aussi neutre que s'il annonçait la météo du lendemain. « Mercredi prochain, toute la famille part en Corse pour une semaine. J'ai déjà réservé les billets d'avion et l'hôtel. » Instantanément, ma main se crispa sur le téléphone. Les jointures de mes doigts blanchirent. Ça recommençait. C'était la 3e fois. Comme le calme avant la tempête, ma propre voix me parut étrangement posée. « Ah oui, ton père, ta mère, Mathieu et sa copine, ta tante et ton cousin. Ça fait 6 personnes. » Je m'efforçais de prendre un ton enjoué. La villa que j'ai réservée à Porto Vecchio n'a que 3 chambres. Ce serait trop compliqué si on était plus nombreux. Alors, ne viens pas. Je pris une profonde inspiration. Je balayai du regard la table que j'avais dressée avec soin. 2 plats principaux et une soupe remplis de tout ce que Julien aimait. Toute cette nourriture, ainsi que mes espoirs, allait finir à la poubelle. Je vois. Eh bien, amusez-vous bien. Ma voix me sembla un écho venu de très loin. Je savais que tu comprendrais. Ma Chloé est la meilleure. Julien poussa un soupir de soulagement audible. Ah, et pendant mon absence, n'oublie pas d'arroser les géraniums sur la terrasse. Et mes succulentes aussi, d'accord ? D'accord. Je raccrochai. Je restais là, comme pétrifié. L'écran du téléphone qui devenait noir ressemblait à la lumière qui s'éteignait dans mes yeux. La 3e fois. 3 ans de mariage. Et pas une seule fois je n'avais été invité à ces vacances familiales annuelles. La première année, c'était parce que j'avais fait une fausse couche peu de temps avant. Et un long voyage aurait été trop fatigant. La 2e, parce que mon travail était trop prenant et qu'il serait difficile de poser des congés. Cette année, il semblait même trop paresseux pour trouver une excuse plausible. Machinalement, je débarrassai la table, jetant la nourriture intacte dans la poubelle. Soudain, mon poignet trembla et une assiette glissa de ma main, s'écrasant sur le sol. Crac! Je fixai les débris éparpillés, hébétés, comme ces morceaux me ressemblaient. Comme ce mariage, magnifique en apparence, mais qui se brisait au moindre contact. Le téléphone vibra de nouveau. Le groupe WhatsApp de la belle famille. Un message de ma belle-mère. « Les enfants, c'est décidé. Ce sera la Corse cette année encore. Départ mercredi. N'oubliez pas la crème solaire. Il paraît qu'il fait très chaud là-bas. » Une avalanche d'émojis joyeux suivit. Je fixai les mots « toute la famille ». Les larmes me montèrent aux yeux. Dans leur définition, je n'étais pas de la famille. J'étais une étrangère, une aide ménagère non rémunérée. Je sortis une photo de l'année précédente, prise à Nice. Julien passait son bras autour des épaules de son frère, Mathieu. Ma belle-mère, dans une robe flamboyante, était assise au centre. Mon beau-père se tenait sur le côté, l'air sévère. À côté d'eux, son cousin et la petite amie de Mathieu de l'époque. Tous les 7 souriaient radieusement, avec la mer Méditerranée et les palmiers en arrière-plan. Ce jour-là, j'étais seul à la maison, cloué au lit par une forte fièvre. Quand j'avais appelé Julien, il avait dit « Prends un Doliprane et dors un peu, ça ira mieux. On fait de la plongée, le réseau est mauvais. » Je raccroche. Je m'accroupis et ramassai les morceaux de porcelaine un par un. Un éclat me coupa le doigt, le sang perla, mais cette douleur n'était rien comparée à celle de mon cœur. Le téléphone sonna encore. Un appel vidéo de ma meilleure amie, Sophie. Je me frottai le visage, composai un sourire forcé et répondis. « Chloé, écoute ça. Aujourd'hui, au cabinet, j'ai eu le client le plus insupportable. » La voix de Sophie s'interrompit. Elle plissa les yeux et approcha son visage de l'écran. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as les yeux tout rouges. »« Oh, ce n'est rien. J'ai coupé des oignons tout à l'heure. » J'essayais de rire. « Arrête tes bêtises. Tu crois que ça fait 10 ans que je te connais pour rien ?» Sophie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ce salaud de Julien t'a encore fait ?» Sous son regard perçant, mes défenses s'effondrèrent. En quelques mots, je lui expliquai tout. Ma voix se réduisit à un murmure. « J'ai l'impression d'être une blague. »« Une blague ? Pour moi, c'est la famille de Julien qui est une blague. Chloé, s'il te plaît, réveille-toi. Ces gens ne te considèrent pas comme l'une des leurs. » Je gardai le silence.
Au fond de moi, je le savais déjà. Je ne voulais simplement pas l'admettre. Il y a 3 ans, lors de notre somptueux mariage, Julien s'était agenouillé et m'avait promis le bonheur. L'image était encore si vive dans mon esprit. Comment en étions-nous arrivés là en un clin d'œil? Chloé. La voix de Sophie devint soudain sérieuse. Tu te souviens de votre contrat de mariage? Je hochai la tête. C'était 1 mois avant le mariage. Julien avait soudainement proposé un contrat de mariage en séparation de biens. C'était, disait-il, une tradition dans sa famille. Même si j'étais mal à l'aise, j'avais signé pour prouver que je n'en avais pas après leur argent. L'appartement que tu possèdes en ton nom propre, la propriété est claire? C'est l'apport de mes parents pour le mariage. Je l'ai enregistré comme bien propre, à mon nom seul. Je fronçai les sourcils. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Sophie hésita un instant. Non, pour rien. Je voulais juste te dire de penser un peu plus à toi. Ah, sa famille part en vacances la semaine prochaine? Viens passer quelques jours chez moi, tu vas t'ennuyer toute seule. Je refusai poliment l'invitation de Sophie. Après avoir raccroché, je me tins devant la baie vitrée du salon, contemplant la pelouse de notre petite terrasse que Julien entretenait avec soin. Cet appartement, nous l'avions acheté pour notre mariage. Mes parents avaient payé la compte, et j'avais couvert les frais de rénovation avec l'argent que j'avais économisé pendant des années de travail. La famille de Julien n'avait contribué qu'une somme dérisoire, mais avait insisté pour que son nom soit ajouté au titre de propriété pour « la façade », disait-il. La nuit tomba. Je pris une douche machinalement et me couchai. Julien ne rentrait pas ce soir non plus, soi-disant à cause du travail. Depuis 6 mois, ces heures supplémentaires devenaient de plus en plus fréquentes, et j'avais cessé de poser des questions. Allongé dans le lit, fixant le plafond, une pensée me traversa l'esprit. Est-ce que je voulais vraiment continuer cette vie? Pendant 3 ans, je m'étais efforcé d'être une bonne épouse, une belle fille dévouée. J'avais été aux petits soins pour mon mari, j'avais même supporté les caprices de mon beau-frère. Mais qu'avais-je obtenu en retour? Une ignorance délibérée dans le groupe familial, les absences de plus en plus fréquentes de mon mari et ses vacances annuelles dont j'étais systématiquement exclu. Mon téléphone s'alluma. Un message de Julien. Tu ne dors pas encore? La semaine prochaine, je ne serai pas là, alors ferme bien la porte à clé. Ah, et maman veut t'offrir des spécialités corses en cadeau. Achète de belles boîtes cadeaux demain et apporte-les lui. En lisant ce message, un rire m'échappa. Un rire à en pleurer. C'en était assez. Vraiment, c'en était assez. Jusqu'à quand allais-je me mentir à moi-même? J'essuyai mes larmes et envoyai un message à Sophie. Dispo demain? J'ai besoin d'un conseil juridique. Dehors, la lune froide brillait dans le ciel. Je savais que certaines choses étaient irréversibles. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux. J'ouvris les yeux, mais la place à côté de moi était toujours vide. Julien n'était pas rentré. C'était la 7e fois ce mois-ci. Je me levai et ouvris mon dressing. Mes doigts glissèrent sur de nombreuses robes avant de s'arrêter sur un tailleur-pantalon sobre. Aujourd'hui, je choisirais délibérément une tenue professionnelle. Julien disait toujours que les robes me donnaient l'air d'une parfaite maîtresse de maison. Après m'être lavé le visage, je me regardais dans le miroir. À 29 ans, mon visage portait déjà les marques de la fatigue. Les ridules au coin de mes yeux et mon teint terne témoignaient de ces 3 années de vie refoulées. J'utilisais du fond de teint pour masquer les traces de mes larmes de la veille. Ding-dong. La sonnette retentit. À travers le Judas, je reconnus la coupe au carré et le regard vif de Sophie. Dans ses mains, 2 cafés et un sac en papier, d'où s'échappait une odeur de viennoiserie. Je savais que tu n'aurais pas pris de petit déjeuner. Dès la porte ouverte, elle me tendit le tout. Un americano allongé sans sucre avec un nuage de lait et ton croissant préféré. L'arôme du café me piqua le nez. Dans cette ville, à part le barista du coin, Sophie était la seule à se souvenir de mes goûts. Julien ne savait même pas que j'étais allergique aux arachides. L'an dernier, lors d'un repas de famille, il m'avait servi une salade pleine de noix en me disant qu'elle était délicieuse. Alors, dis-moi, quel est ce conseil juridique? Sophie sortit son ordinateur portable de son sac, allant droit au but. Je remuais mon café et prononçais chaque mot avec précaution. Si je voulais divorcer, comment pourrais-je protéger mes droits? Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Enfin, tu te réveilles.
Elle ouvrit rapidement quelques fichiers. D'abord, il faut clarifier votre situation financière. Tu as dit que l'appartement était à ton nom? Oui. L'acompte venait de mes parents. C'était mon apport. Le titre de propriété était à mon seul nom. Mais après le mariage, Julien a insisté pour ajouter le sien. Pour la façade. Alors j'ai cédé. Le front de Sophie se plissa. Quand ça? Environ 6 mois après le mariage. Il me harcelait tous les jours. Toutes les femmes de ses collègues avaient mis leur mari en copropriété, sauf moi, et il avait honte au bureau. J'ai été faible et j'ai accepté. Je souris amèrement. Les doigts de Sophie tapotaient rapidement sur le clavier. C'est un peu complexe, mais comme c'est un bien propre et que tu as payé l'acompte, cette partie et la plus-value te reviennent. Qui a payé les rénovations? Principalement moi, avec l'argent que j'avais mis de côté en travaillant. Environ 100 000 euros. La famille de Julien a donné 20 000 euros. Tu as des preuves? Je hochai la tête. J'ai gardé le contrat de l'architecte et toutes les factures. Sophie eut un air satisfait. Ensuite, il faut des preuves. Connais-tu précisément les revenus de Julien? À cette question, je restais sans voix. Les revenus de Julien. Après le mariage, nous avions gardé nos finances séparées. Il m'avait donné un chiffre approximatif, mais je ne lui avais jamais demandé les détails. Son salaire doit être d'environ 150 000 euros par an. Il me donne 1 500 euros par mois pour les frais courants. Le reste, chacun paie sa part. Les sourcils de Sophie se dressèrent presque à la verticale. Quoi? 3 ans de mariage et vous êtes toujours en séparation de frais? Et le crédit de l'appartement, c'est moi qui le rembourse. Ma voix se fit de plus en plus basse. Julien disait qu'il devait investir son argent, et que ses parents vieillissaient, qu'il fallait prévoir pour leurs frais de santé. « Chloé !» Sophie frappa la table. « Tu te fais arnaquer, tu le sais? Ce n'est pas une relation de mariage normale. » Mes yeux s'embuèrent à nouveau. En parlant, je me sentais moi-même ridicule. Aux yeux des autres, j'étais une femme au foyer vivant dans un appartement de luxe et conduisant une voiture allemande. Mais en réalité, je devais réfléchir à 2 fois avant d'acheter un simple manteau. Pendant ce temps, Julien pouvait offrir à sa mère un bracelet en jade valant des dizaines de milliers d'euros sans sourciller. « Il faut vérifier sa situation financière, » dit Sophie sérieusement. « As-tu accès à son ordinateur ou à ses papiers? Son bureau est toujours fermé à clé. Il dit qu'il y a des dossiers clients importants. » Soudain, je me souvins de quelque chose. Mais j'ai un double des clés. Je pourrais y entrer quand il n'est pas là. Sois prudente. Ne te fais pas prendre, me prévint Sophie. L'essentiel, ce sont les relevés bancaires, les placements. Elle hésita un instant. Et des preuves d'adultère. En as-tu? Mon cœur se serra. L'adultère. Cette possibilité que je m'étais efforcé d'ignorer refaisait surface. Après le départ de Sophie, je me tins devant la porte du bureau, la clé dans la main. Lors de notre mariage, nous avions promis de respecter l'espace privé de l'autre. Je n'étais jamais entré dans son bureau sans sa permission. Aujourd'hui, j'allais briser cette règle. Le son de la clé dans la serrure me parut particulièrement grinçant. En ouvrant la porte, une légère odeur de parfum d'homme me parvint. Le bureau était impeccablement rangé. Les livres de droit sur l'étagère étaient classés par taille, et il n'y avait pas une trace de poussière sur le bureau. Je commençai par les tiroirs. Le premier contenait quelques dossiers professionnels. Le deuxième, quelques albums photos. Je les feuilletais distraitement, que des photos de Julien et de sa famille. Seules quelques-unes nous montraient tous les deux. Le dernier tiroir était verrouillé. Cet acte anormal renforça mes soupçons. En regardant autour de moi, mon regard s'arrêta sur un petit coffre-fort derrière la bibliothèque. Julien l'avait acheté l'année dernière pour y conserver des documents importants. J'essayai la date de notre anniversaire de mariage. Faux. Sa date de naissance. Faux aussi. En dernier recours, je tapai la date de naissance de sa mère. Le coffre s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur, une pile de documents bien rangés. Au sommet, une copie du titre de propriété. En le dépliant, je fus stupéfaite. C'était bien celui de notre appartement. Mais dans la case des propriétaires, il était clairement écrit « Julien Dubois, Chloé Martin, propriété conjointe ». Je me souvenais pourtant distinctement qu'au début, il s'agissait d'une simple adjonction de son nom en indivision. En continuant à fouiller, je trouvais plusieurs relevés bancaires. Le solde du compte de Julien me laissa sans voix. Ce n'étaient pas les 200 000 euros dont il parlait,
mais près de 2 millions. De plus, chaque mois, des sommes allant de 5 000 à 20 000 euros étaient virées à une personne nommée Léa. Tout en bas, il y avait un écrin en velours. Je l'ouvris d'une main tremblante. À l'intérieur, un collier en diamant que je n'avais jamais vu. Le reçu indiquait la marque de luxe Cartier, pour un prix de plus de 40 000 euros. La date d'achat était celle de mon anniversaire l'année dernière, mais mon cadeau ce jour-là n'avait été qu'un simple bouquet de roses. Sous la boîte, il y avait une autre photo. Julien enlaçait une jeune femme au bord d'une piscine. Il portait des tenues assorties et souriait. Au dos, il était écrit « Avec mon amour Léa, en Corse, août 2024 ». C'était la semaine où il m'avait dit être en déplacement professionnel. Ma tête se mit à tourner. Les heures supplémentaires, son ton distant, les dépenses inexpliquées, tout s'éclairait. La vibration soudaine de mon téléphone faillit me faire lâcher la photo. C'était Julien. « Chérie, je ne dîne pas à la maison ce soir. Dîner d'entreprise. » Je fixai le message, puis mon attention se porta sur sa photo de profil WhatsApp. Il était assis à la table d'un restaurant chic. L'objectif ne captait que le verre de vin en face de lui et une main aux ongles vernis de rouge. En zoomant sur l'arrière-plan, je pouvais distinguer dans le reflet de la vitre sa silhouette et celle d'une femme aux cheveux longs. À cet instant, mon esprit devint étrangement calme. Tous mes doutes et mon autoflagellation avaient trouvé une réponse. Je n'étais ni paranoïaque, ni trop sensible. J'étais juste une idiote qu'on trompait. Je photographiai calmement toutes les preuves et les envoyai à l'adresse email cryptée de Sophie. Puis je remis tout en place, fermai le coffre-fort et sortis du bureau. 22 heures. Julien rentra, empestant l'alcool. Assise sur le canapé du salon, je le regardais, d'un œil vide, enlever ses chaussures en titubant. « Chérie, tu ne dors pas encore ?» Il s'approcha pour m'embrasser, mais je tournai la tête. « Tu sens le parfum. Je n'aime pas ça, » dis-je d'un ton neutre. Julien s'arrêta, puis se mit à rire. « C'est pour le travail, chérie. J'ai dû en être imprégné. Ces clientes s'en aspergent. »« Vraiment ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Cette fameuse Léa, c'est une cliente aussi ?» Le visage de Julien se figea. L'alcool semblait s'être évaporé. « Mais de quoi tu parles ?»« De rien. » Je me levai. « Ça m'est juste venu à l'esprit. Ça doit être épuisant de devoir divertir cette cliente si souvent. » Le visage de Julien passa par toutes les couleurs. « Chloé, écoute-moi. Je peux t'expliquer. » « Pas besoin d'explication. » Je le coupai. « Je suis fatigué et je vais me coucher. Demain, il faut que j'aille acheter les boîtes pour les cadeaux de ta mère, n'est-ce pas ?» Je tournai les talons et entrai dans la chambre. Seul dans le salon, Julien avait l'air désemparé. En fermant la porte, je m'adossai contre elle. J'entendais ses pas paniqués et sa voix chuchotant au téléphone. Il prévenait sans doute cette Léa. Mon téléphone s'alluma. Un message de Sophie. « Preuve bien reçue. » Avec ça, il est coincé. « Viens au cabinet demain, on en discute. Et cette fois, tu m'écoutes. » Je répondis « OK » et supprimai la conversation. Allongé dans le lit, je fixais le plafond. Mon cœur était étrangement serein. L'ancienne Chloé aurait trempé son oreiller de larmes, mais la nouvelle n'éprouvait qu'un ricanement intérieur. Julien ouvrit doucement la porte et se glissa à côté de moi, comme si de rien n'était. Dans l'obscurité, j'entendais sa respiration volontairement régulière. Il faisait semblant de dormir. « Julien, » dis-je soudain. « Pour la Corse, dans quel hôtel vous séjournez ?» Son corps se raidit visiblement. « Oh, un simple resort, un partenaire de l'entreprise. »« Ah oui ?» je ricanai. « Pas l'hôtel de la plage, j'espère ? Leurs villas avec piscine sont hors de prix. » Julien se redressa d'un bond. « Tu m'as fait suivre ? » Te faire suivre ? Je me tournai pour lui faire face. La lune éclairait son visage déformé par la panique et la colère. « Était-ce nécessaire ? Tu as oublié de me bloquer sur Facebook. » Le 8 novembre de l'année dernière, check-in à l'hôtel de la plage. Le collier Cartier sur la photo était très joli d'ailleurs. Le visage de Julien se crispa. « Chloé, comment oses-tu fouiller dans mon téléphone ? » Comparé au fait que tu me trompes, fouiller dans ton téléphone, c'est bien peu de choses, non ? Je me levai et allumai la lampe de chevet. 3 ans de mariage, finances séparées. Houtena.
Pendant que je m'occupais comme une idiote de toi et de ta famille, tu entretenais une maîtresse. Julien, tu ne me déçois jamais. Le visage de Julien blêmit, puis il attrapa un oreiller et le jeta violemment contre le mur. Tais-toi! Tu crois que je l'ai voulu? En avoir marre de voir ta tête d'enterrement tous les jours en rentrant. Léa est 100 fois plus douce que toi. Elle sait comment rendre un homme heureux. Je le regardais silencieuse dans sa fureur. C'était si ridicule. Cet homme pour qui j'avais défié mes parents. Un lâche qui, après avoir trompé, rejetait la faute sur les autres. Très bien. Alors divorçons, dis-je légèrement. Tu vas retrouver ta Léa, et moi, je retrouverai ma tranquillité. Divorcer? Julien ricana comme s'il venait d'entendre une blague. Ne rêve pas. La moitié de cet appartement est à moi. Comment tu vas t'en sortir après le divorce? Ton petit salaire de bureau ne te permettra même pas de payer le crédit. C'était donc ça. Il avait tout calculé. Il était certain que je n'oserais jamais divorcer. En voyant son air triomphant, un rire m'échappa. Eh bien, on verra ça. Julien ne s'attendait pas à cette réaction et resta sans voix. Je me recouchai, éteignis la lumière et lui tournai le dos. Dans l'obscurité, je sentais son regard confus et furieux planté dans mon dos. « Chloé », finit-il par grincer des dents. « Ne fais pas de bêtises. Cet appartement, ça fait longtemps que je l'ai en vue. Mon frère Mathieu en a besoin pour se marier. C'était donc ça, je fermais les yeux. Mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes. Toute la famille avait planifié cela depuis longtemps. Manger ma nourriture, vivre dans ma maison et finalement me prendre ma maison pour marier le beau-frère. » Julien se mit à ronfler. Je ne dormis pas de la nuit. À l'aube, je me levai sans bruit, rassemblai quelques affaires et mes papiers importants et quittai la maison en silence. L'air du matin était particulièrement frais. Je pris une profonde inspiration et appelai Sophie. « Sophie, j'ai pris ma décision. Je vais récupérer tout ce qui m'appartient. » De l'autre côté du fil, la voix de Sophie était pleine de détermination. « Il était temps. Je t'attends au cabinet. La guerre a commencé. » Je raccrochai et hélai un taxi. Dans le rétroviseur, l'immeuble où j'avais vécu pendant 3 ans s'éloignait. Cette fois, je ne fléchirai pas. Le cabinet de Sophie était au 28e étage d'un immeuble de verre à La Défense. Assise dans la salle de réunion, j'avais devant moi toutes les preuves qu'elle avait imprimées. « La situation est pire que je ne le pensais », dit Sophie en ajustant ses lunettes. D'après ses relevés, Julien a viré un total de 468 000 € à cette Léa ces 2 dernières années. C'est un détournement manifeste de biens communs. Je hochai la tête en silence. Mes doigts caressaient inconsciemment ces chiffres froids. 468 000 €. Mes revenus de 2 ans. Virés si facilement à une autre femme. Le plus grave, c'est ça, dit Sophie en dépliant une liasse de papier. J'ai vérifié ses antécédents de crédit. Il a contracté un prêt d'1 million d'euros il y a 3 mois. Motif. Rénovation de domicile. Mais vous n'aviez aucun projet de rénovation, n'est-ce pas? 1 million? Je relevai la tête. Il ne m'a rien dit. Il n'avait aucune intention de t'en parler. Sophie ricana. L'argent a été viré à Léa en 5 fois, 1 semaine après avoir été crédité sur son compte. À mon avis, il lui a acheté un appartement. Ma voix tremblait. C'est vraiment possible? C'est très probable, Sophie acquiesça. Mais ce n'est pas le plus urgent. Regarde ça. Elle ouvrit un fichier numérique. La conversation WhatsApp entre Julien et son frère Mathieu s'affichait. Sophie expliqua « Je l'ai obtenu par un canal spécial. Difficile de l'utiliser comme preuve directe au tribunal, mais suffisant pour comprendre leur plan. Grand frère, tu as parlé à ta femme du prêt hypothécaire sur la part ?» demandait Mathieu. « Pas encore. Je comptais le faire après les vacances. Elle est bizarre en ce moment. J'ai l'impression qu'elle se doute de quelque chose pour Léa. Et alors? Ma copine et moi, on doit verser l'acompte pour notre nouvel appart la semaine prochaine. Ne t'énerve pas. Mon nom est aussi sur le titre de propriété. Même si elle s'y oppose, elle ne pourra rien faire. Au pire, je demanderai à maman d'intervenir. Elle écoute toujours maman. » Je fixai l'écran, le cœur lourd comme une pierre. Il planifiait depuis longtemps d'hypothéquer mon appartement pour acheter celui de mon beau-frère. Légalement, pour un bien en copropriété, l'accord d'un seul des propriétaires peut suffire pour une hypothèque, dit Sophie sérieusement. S'ils agissent en premier, tu seras dans une très mauvaise position.
Alors que dois-je faire? Je serrai les poings. Je dois me laisser faire? Bien sûr que non. Une lueur acérée brilla dans les yeux de Sophie. Nous allons prendre les devants. Tes parents ont payé la compte et tu as payé la plupart des rénovations. Tu as toutes les preuves. Nous pouvons plaider que Julien est le principal responsable de la rupture du mariage et demander une révision du partage des biens. Je réfléchis un instant, puis quelque chose me vint à l'esprit. Sophie. Et si? Et si je pouvais prouver que la mise en copropriété sur le titre de propriété est un faux fait par Julien? Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Tu as des preuves? Pas de certitude, mais je me souviens très bien. Au début, c'était une indivision. Et puis, le cachet et la signature sur le titre de propriété dans le coffre-fort me semblaient différents. Ça pourrait être la clé, s'exclama Sophie en frappant la table. Si tu prouves que le titre de propriété est un faux, non seulement l'hypothèque sera nulle, mais Julien risquera des poursuites pénales. Nous établîmes un plan d'action. Premièrement, je devais recueillir secrètement des preuves supplémentaires. Deuxièmement, vérifier rapidement l'authenticité du titre de propriété. Enfin, préparer la demande de divorce. En quittant le cabinet, Sophie me tendit un trousseau de clés. C'est mon studio, il est vide. Reste là, bas pour le moment. Ne retourne pas à l'appartement. On ne sait pas ce que Julien pourrait faire. Acculé. Je la serrai dans mes bras, reconnaissante. En sortant de l'immeuble, la lumière du soleil m'éblouit. Mon téléphone sonna. C'était Julien. Je pris une profonde inspiration et répondis. « Chloé, où es-tu passée ?» Sa voix était pleine de colère. « Maman a appelé. Tu n'as pas encore envoyé les boîtes cadeaux. Elle en a besoin pour demain. » J'ai failli en perdre mon sang-froid. Avec tout ce qui se passait, sa première réaction était de me reprocher de ne pas avoir fait une course pour sa mère. « Je suis occupé dehors, » dis-je calmement. « J'ai commandé les boîtes, elles seront livrées directement chez tes parents cet après-midi. » Julien semblait déconcerté. Il ne s'attendait pas à ce que je sois si coopérative. « Oh, d'accord. Ah, et pour hier soir. »« Hier soir ?» fis-je, semblant de m'interroger. « Tu étais tellement ivre. Tu n'as raconté que des bêtises. » Il y eut un silence de quelques secondes. « Oui, j'avais trop bu. Je ne me souviens de rien. »« Alors, quand est-ce que tu rentres ?»« Je risque d'être en retard. Un imprévu au travail. »« Ne m'attends pas. Dîne sans moi. » Je raccrochai après cette excuse vague. Je me rendis directement au service de la publicité foncière. Avec une copie du titre de propriété et ma carte d'identité, je réussis à consulter l'historique de l'enregistrement de l'appartement. Comme je le pensais, il était clairement indiqué. Indivision, Chloé Martin 70%, Julien Dubois 30%. Mais le titre de propriété actuel indiquait propriété conjointe. Cela signifiait que Julien avait falsifié le document. Réprimant ma joie, je pris immédiatement des photos et les envoyai à Sophie. Jackpot! Il a falsifié le type de propriété. Il est fichu. Sophie répondit rapidement. Ensuite, je devais mettre la main sur l'original de ce faux titre. Ce ne serait pas facile. Julien l'aurait sûrement caché encore plus soigneusement. Je décidai de prendre le risque et de retourner une fois de plus à l'appartement. 6 heures. Profitant du fait que Julien était en réunion, je retournai à l'appartement. Dès que j'ouvris la porte, je sentis que quelque chose n'allait pas. Le salon était en désordre, les tiroirs de ma coiffeuse étaient ouverts. Quelqu'un avait cherché quelque chose. Je montai doucement à l'étage. Un bruit de froissement venait du bureau. À travers l'entrebâillement de la porte, je vis Julien, en sueur, fouillant dans des papiers, jurant sans cesse. Il était rentré plus tôt que prévu et cherchait le titre de propriété. Je redescendis doucement et fermai la porte bruyamment. « Chérie, je suis rentré !» Un bruit de panique à l'étage, puis la voix de Julien, essayant de paraître calme. « Ah, te voilà. Je cherchais un papier dans le bureau. Je montais. » Je poussai la porte du bureau. Julien se tenait devant son bureau, forçant un sourire, mais les perles de sueur sur son front et ses cheveux en désordre trahissaient sa nervosité. « Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui ?» demandai-je d'un air inquiet. « Oh, rien de spécial au bureau, alors je suis parti plus tôt. » Ses yeux fuyaient. « Dis, tu n'aurais pas vu le titre de propriété de l'appartement ? J'en ai besoin pour un prêt au travail. » C'était bien ça. Je ricanai intérieurement, mais fis semblant d'être surprise. « Il n'est pas dans le coffre-fort »
J'ai cherché, il n'y est pas, dit Julien anxieux. Tu ne l'aurais pas mis ailleurs? Réfléchis bien. Je fis semblant de réfléchir, puis dis Ah, le mois dernier, le syndic n'a pas demandé une mise à jour des informations des résidents. Je l'ai pris pour en faire une copie et Ah oui, il est chez ma mère. Elle voulait le voir, alors je le lui ai laissé. Le visage de Julien devint blanc comme un linge. Quoi? Comment peux-tu laisser un document si important à quelqu'un d'autre? Ma mère est quelqu'un d'autre, rétorquai-je. Et mon nom est aussi sur le titre. Quel est le problème si je le laisse à mes parents? Julien resta sans voix un instant. Une veine palpitait sur son front. Va le chercher tout de suite. J'en ai besoin d'urgence pour le travail. Ma mère est en voyage. Elle ne rentre que le mois prochain, dis-je en clignant des yeux innocemment. C'est si urgent? Alors tu peux utiliser ton studio comme garantie. Julien possédait un petit studio en son nom, un bien propre d'avant le mariage, qu'il louait. Il ne voulait évidemment pas toucher à ses propres biens. Laisse tomber. Je trouverai une autre solution. Il agita la main, agacé. Puis quelque chose lui revint en mémoire. Ah, ce que je t'ai dit hier soir, tu ne t'en souviens vraiment pas? Tu as beaucoup parlé. Tu as parlé de Léa, de la Corse, du collier. Je vis son visage se décomposer, puis je me mis à rire. Je plaisante. Tu n'as rien dit? Tu t'es endormi comme une masse. Le soulagement sur le visage de Julien était comique. Il s'approcha pour me prendre dans ses bras. Chérie, j'ai été tellement occupé ces derniers temps, je t'ai un peu négligé. Après ce voyage, on prendra du temps pour nous deux. J'esquivai habilement son étreinte. Va plutôt faire tes valises. Ton avion est tôt demain matin. Julien retira maladroitement sa main et monta à l'étage. En le regardant s'éloigner, je sus que je devais continuer cette comédie. Le plus important maintenant était de le rassurer et de gagner du temps. Après le dîner, Julien reçut un appel et sortit précipitamment. Il allait sans doute retrouver Léa pour discuter de la suite. Je fouillai immédiatement son bureau. Finalement, dans un épais livre de droit pénal sur l'étagère du haut, je trouvai le faux titre de propriété. Je le photographiai rapidement comme preuve et le remis à sa place. Au moment de partir, une enveloppe dans un tiroir du bureau attira mon attention. En l'ouvrant, je découvris, à ma grande surprise, un contrat de prêt hypothécaire déjà rempli. L'estimation de l'appartement était de 1,2 million d'euros, le prêt de 800 000 euros et le motif, investissement familial commun. Le plus terrifiant était que ma signature, parfaitement imitée, figurait sur le contrat. Ce n'était clairement pas la mienne. Julien l'avait falsifiée. D'une main tremblante, je photographiai toutes les preuves et les remis soigneusement en place. Au moment de quitter le bureau, mon téléphone sonna. C'était ma belle-mère. Chloé. Sa voix était toujours aussi arrogante. Pour les boîtes cadeaux de demain, tu es sûr que ça va arriver? Je veux des boîtes de luxe, avec des dorures. Ne te trompe pas. Oui, belle maman, ne vous inquiétez pas. Tout est prêt, répondis-je, réprimant mon dégoût. Elle continua à donner des ordres. Pendant notre voyage, n'oublie pas d'arroser les plantes une fois par semaine. Les succulentes de Julien coûtent cher. Ah, et les cornichons que j'ai mis à mariner dans le frigo, ils seront bons la semaine prochaine, sors-les et fais-les sécher au soleil. Je répondis vaguement en regardant l'heure. Il était déjà 22 heures. Julien n'était toujours pas rentré. Après avoir raccroché, je décidai de ne plus attendre. Je pris quelques vêtements et des documents importants et quittai l'appartement pour me rendre au studio de Sophie. En chemin, j'appelai mes parents pour leur expliquer brièvement la situation. Contrairement à mes attentes, mon père ne me reprocha pas de ne pas l'avoir écouté. Au contraire, il dit fermement « Ma fille, quelle que soit ta décision, ta famille sera toujours là pour toi. Cet appartement, nous te l'avons donné. Ne le laisse jamais à la famille Dubois. » Au bout du fil, j'entendais les sanglots de ma mère. « Ma pauvre chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit plus tôt ?» Après avoir raccroché, je laissai enfin couler les larmes que j'avais retenues. Je pleurais à chaudes larmes à l'arrière du taxi. Je ne me battais pas seul. J'avais simplement été trop fier pour montrer ma faiblesse à ma famille. Le studio de Sophie était petit mais confortable. Après une douche chaude, je me couchais et examinais à nouveau mes découvertes. Les crimes de Julien étaient de plus en plus clairs. Adultère, dissimulation de patrimoine, falsification de documents, imitation de signature.
N'importe lequel de ces chefs d'accusation suffirait à lui faire payer un lourd tribut devant la justice. Mon téléphone s'alluma. Un message de Julien. « Chérie, j'ai un déplacement professionnel urgent. Je serai absent quelques jours. Je rejoindrai la famille directement en Corse. On parlera de l'appartement à mon retour. » Je ricanai et ne répondis pas. En allant sur Facebook, je vis que Léa avait publié un nouveau post. « Merci d'être venu. Le plus beau des cadeaux. » La photo jointe montrait un bracelet Cartier et la main d'un homme. La montre à son poignet était celle que j'avais offerte à Julien pour son anniversaire l'année dernière. Je fis calmement une capture d'écran, l'enregistrai et éteignis mon téléphone. Demain, la guerre entrerait dans une nouvelle phase. Cette fois, il n'y aurait plus de pitié. Le soleil du matin traversa les fins rideaux. Il me fallut quelques secondes pour réaliser où j'étais. Le studio de Sophie était petit, mais j'y avais passé la nuit la plus paisible de ces 3 dernières années. Mon téléphone affichait 3 appels manqués, tous de Julien, et un message WhatsApp. « Pourquoi tu ne réponds pas? Je suis sur le point d'embarquer. Pense à bien fermer la porte à clé. » Je ricanai et bloquai son numéro et tous ses contacts. Je sortis du lit et ouvris le frigo. Celui de Sophie, accro au travail, était vide, à l'exception de quelques bouteilles d'eau et d'un yaourt périmé. Après une douche, je me fis un café, allumai mon ordinateur et commençai à planifier. La veille, Sophie m'avait envoyé une liste d'actions détaillée. La première étape était de sécuriser tous mes biens personnels. Je me connectais à ma banque en ligne et vérifiais tous mes comptes. Heureusement, mon salaire était versé sur un compte que Julien ignorait. En 3 ans, j'avais économisé près de 400 000 euros. Notre compte joint avait un solde de 250 000 euros. En théorie, la moitié pour chacun. Je ricanais. Julien avait déjà envoyé 468 000 euros à sa maîtresse. J'appelai la banque et fis geler temporairement le compte joint, prétextant une activité suspecte. Ainsi, Julien ne pourrait pas retirer d'argent pendant son voyage. Vint ensuite la partie la plus importante, l'appartement. Sur les conseils de Sophie, je devais rapidement déclarer la perte du titre de propriété et en demander un nouveau. Mais avant cela, je devais m'assurer que Julien ne puisse pas interférer. Le téléphone sonna. C'était mon père. « Ma fille, j'ai contacté un vieil ami, Maître Perrin. Il est très expérimenté en litiges immobiliers. Il dit que nous devons rapidement porter plainte contre Julien pour faux en écriture et demander une mesure conservatoire d'urgence. Papa, » ma voix se brisa. « Je suis désolé de ne pas vous avoir écouté. Ne dis pas de bêtises. » La voix de mon père était ferme. « L'important maintenant est de récupérer ce qui t'appartient. Ta mère et moi montons à Paris cet après-midi, nous prendrons un hôtel, nous affronterons cela ensemble, en raccrochant, mes yeux s'embuèrent. Mes parents seraient toujours mon roc. Et moi, pour un homme insignifiant, je m'étais éloigné d'eux pendant 3 ans. Une fois prête, je me rendis directement au service de la publicité foncière. Avec la copie du véritable titre de propriété et ma carte d'identité, je remplis la déclaration de perte. L'employé m'informa que le nouveau titre serait disponible dans 7 jours ouvrables. Si quelqu'un essaye d'utiliser le titre déclaré perdu pour une hypothèque, cela n'aura aucun effet ? Demandai-je prudemment. L'employé secoua la tête. Une fois la perte publiée, l'ancien titre perd immédiatement sa validité. Mais si vous craignez pour la sécurité du bien, vous pouvez demander une interdiction de transaction. Ainsi, personne ne pourra effectuer d'opération sur ce bien pendant une courte période. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je remplis immédiatement la demande d'interdiction de transaction. Dans la case du motif, j'écrivis clairement « Soupçon de falsification de documents par le copropriétaire ». En quittant le bâtiment, je poussai un soupir de soulagement. L'appartement était désormais en sécurité. Julien pouvait faire le tour des banques avec son faux titre, il n'obtiendrait pas un centime. Mon téléphone sonna, un numéro inconnu. En répondant, mon interlocuteur se présenta comme M, Durand de l'agence immobilière Prestige. « Madame Chloé Martin ? J'ai un client intéressé par votre appartement, prêt à l'acheter pour 15 millions d'euros. Quand seriez-vous disponible pour en discuter ?» Je restai bouche bée. « Pardon ? Je n'ai jamais mis mon appartement en vente. » De l'autre côté, l'agent semblait également surpris. « Mais,
Hier, un certain Julien Dubois est venu avec le titre de propriété et une copie de votre carte d'identité, affirmant que vous souhaitiez tous les deux vendre. Mon sang ne fit qu'un tour. Julien avait agi avant même que je puisse déclarer la perte. Écoutez-moi bien, monsieur Durand, dis-je en retenant ma colère. Ce mandat de vente est un faux. Le titre de propriété a été déclaré perdu et un nouveau est en cours d'émission. Si votre agence procède sans respecter les règles, attendez-vous à recevoir une lettre de mon avocat. Je raccrochai et appelai immédiatement Sophie. En entendant l'histoire, elle entra dans une colère noire. Ce salaud de Julien, il joue le tout pour le tout. Chloé, il faut qu'on accélère. Que fait-on maintenant ? Demandai-je. Il a pu contacter d'autres agences. Premièrement, il faut notifier toutes les grandes agences immobilières et banques du litige de propriété. Deuxièmement, nous devons immédiatement porter plainte contre Julien pour faux et usage de faux. Sophie marqua une pause. Et enfin, pourquoi ne pas vendre cet appartement ? Le vendre ? L'idée me surprit. J'y avais mis tant d'efforts. Des plans à la sélection des matériaux, de la décoration, chaque recoin portait ma marque. Mais en y réfléchissant, quel intérêt de continuer à y vivre, confronté chaque jour à de mauvais souvenirs ? Vendu, dis-je fermement, mais seulement après avoir récupéré l'entière propriété. Sage décision, approuva Sophie. Tes parents sont arrivés ? Maître Perrin veut nous voir cet après-midi. À 15 heures, dans le salon d'un hôtel, je rencontrai mes parents et Maître Perrin. Ma mère, en me voyant, eut les larmes aux yeux et me serra fort. « Tu as tellement maigri !» Maître Perrin était un homme d'âge mûr à l'allure brillante. Il examina toutes les preuves que j'avais rassemblées, hochant la tête à plusieurs reprises. Les preuves sont accablantes. Les agissements de M. Dubois constituent clairement des délits de faux en écriture privée et d'escroquerie. Il risque jusqu'à 3 ans de prison. De la prison ? Je secouai la tête. Je veux juste divorcer rapidement et récupérer mes biens. Je ne veux pas que ça devienne une affaire pénale. Malgré tout, 3 ans. Maître Perrin comprit et acquiesça. Dans ce cas, nous nous concentrerons sur le civil. Selon la loi, le fait que M. Dubois vive maritalement avec une autre personne et dilapidé une part importante du patrimoine commun pendant le mariage constitue une faute grave. Lors du partage, il pourrait ne recevoir qu'une part réduite, voire rien du tout. Nous nous accordâmes sur une stratégie. D'abord, demander une mesure conservatoire pour geler les avoirs de Julien. Ensuite, engager la procédure de divorce, demander la réattribution de la propriété de l'appartement et exiger le remboursement des biens communs dilapidés. « Il y a un autre problème, » dit Maître Perrin en ajustant ses lunettes. « Savez-vous où se trouve M. Dubois actuellement ? Le tribunal doit lui signifier les actes. J'ouvris WhatsApp et allai dans le groupe familial. J'avais coupé les notifications, mais je pouvais voir les photos. La plus récente était une photo de famille sur une plage corse. Julien tenait Léa par la taille, souriant. La légende disait « Photo de famille ». Ne manque que ma belle-fille Chloé. Mes mains tremblaient au point de ne plus pouvoir tenir le téléphone. C'était donc ça. Le voyage familial de Julien était prévu depuis le début pour y emmener Léa. Et moi, sa femme légitime, j'en avais été complètement exclu. Il est à l'hôtel de la plage, en Corse. Je tendis mon téléphone à Maître Perrin. La photo était géolocalisée et horodatée. Maître Perrin prit une photo de la preuve et me demanda « Madame Martin, quand comptez-vous récupérer vos affaires de l'appartement ?»« J'irai les chercher aujourd'hui, » dis-je, déterminé. Puisque Julien osait emmener sa maîtresse en voyage familial, je n'avais plus aucune raison de ménager sa réputation. De retour à l'appartement, je commençai à emballer méthodiquement mes affaires personnelles. Les livres de mon bureau, les vêtements et chaussures de mon dressing, la vaisselle que j'avais choisie avec soin. 3 ans de mariage, ça en faisait des choses. Au milieu de mes cartons, la sonnette retentit. À travers le Judas, une femme inconnue tenant une pochette se tenait devant la porte. « C'est bien ici que vit M. Julien Dubois ?» demanda-t-elle poliment. « Je suis gestionnaire de clientèle à la banque ABC. M. Dubois m'a demandé de passer récupérer quelques documents. Une employée de banque. » Julien agissait plus vite que je ne le pensais. J'ouvris la porte, mais ne la laissai pas entrer. « Quel document ? M. Dubois a dit que vous seriez au courant. Les papiers de l'appartement et votre carte d'identité originale. » Son regard balaya l'intérieur de l'appartement par-dessus mon épaule. La colère me fit presque rire.
Julien envoyait une employée de banque à distance pour récupérer les papiers. « Désolé, je ne suis au courant de rien, dis-je froidement. Et le titre de propriété n'est pas ici. » La femme sembla embarrassée. « Mais Monsieur Dubois a dit, ce qu'il a dit n'a aucune importance, la coupai-je. Je vous conseille de vérifier les dernières annonces du service de la publicité foncière. Cet appartement est actuellement en litige, et toute banque qui accorderait une hypothèque en assumerait les conséquences juridiques. » Son visage changea de couleur et elle partit précipitamment. Je fermai la porte et envoyai immédiatement un email au service de crédit des principales banques pour déclarer officiellement le litige de propriété sur l'appartement. Toute demande de prêt sur ce bien serait nulle. Vers le soir, j'avais enfin terminé d'emballer toutes mes affaires. Le camion de déménagement était devant la porte. Les déménageurs chargeaient les cartons un par un. Je jetai un dernier regard à ce que j'avais appelé ma maison. Pas une once de regret. Attendez. Quelque chose me revint à l'esprit. Je retournai dans la chambre et sortis une petite boîte de ma table de chevet. À l'intérieur, une paire de boucles d'oreilles en perles. Le seul souvenir de ma grand-mère maternelle. En 3 ans, je n'avais jamais osé les porter. Elles allaient enfin retrouver leur propriétaire. Je fermai la porte à clé et la confiai au concierge, l'informant de mon déménagement et lui demandant de diriger toute question concernant l'appartement vers mon avocat. Le concierge me connaissait depuis mon arrivée. Il demanda avec hésitation. « Madame, est-ce que tout va bien ? » « Appelez-moi Chloé, s'il vous plaît, » le corrigeai-je en souriant. « Merci pour tout, monsieur. » Je pris la voiture pour rejoindre mes parents à l'hôtel. Mon cœur était plus léger que jamais. En chemin, je reçus un texto de Sophie. L'ordonnance de gel des avoirs a été approuvée. Tous les comptes bancaires de Julien sont bloqués. J'ai aussi fait publier l'avis de perte du titre de propriété dans un journal. C'est officiel. Je la remerciai et passai un appel international. Au bout du fil, Emma, ma colocataire de mes études à Londres, aujourd'hui cadre dans une multinationale. Emma, ça fait longtemps. La voix d'Emma était pleine d'enthousiasme. Le poste à la filiale de Singapour dont tu m'avais parlé, il est toujours disponible ? Je regardais droit devant moi et demandais d'une voix ferme. Je crois que j'ai besoin d'un nouveau départ. Tasé. Une semaine plus tard, j'étais dans le bureau de Maître Perrin, relisant l'assignation en divorce. Elle détaillait toutes les fautes de Julien. La vie maritale avec une autre femme, la falsification de documents, la dilapidation des biens communs. Chaque point était étayé par des preuves solides. Le tribunal a enregistré l'affaire. L'assignation sera signifiée rapidement à l'hôtel où séjourne M. Dubois en Corse, m'informa Maître Perrin en me tendant un autre document. Voici la décision de la mesure conservatoire. Tous les comptes bancaires, actions et biens immobiliers au nom de M. Dubois sont gelés. Je hochai la tête et tournai la dernière page. La réaction de Julien fut plus violente que je ne l'imaginais. Le jour même où il reçut la notification du tribunal, il voulut rentrer de Corse. Mais sa carte de crédit étant bloquée, il ne put même pas acheter un billet d'avion. Il dut emprunter de l'argent à son frère. « Il doit être arrivé à Paris maintenant », me prévint Maître Perrin. « Voulez-vous que nous prenions des dispositions pour votre sécurité ? » ?»« Non, secouai-je la tête, il est temps de l'affronter. » À peine avais-je prononcé ces mots que mon téléphone se mit à sonner frénétiquement. Le nom de Julien clignotait. C'était le énième numéro qu'il utilisait depuis que je l'avais bloqué. J'appuyai sur le bouton d'appel et mis le haut-parleur. « Chloé, tu es folle ?» Le hurlement de Julien emplit le bureau. « Comment oses-tu porter plainte contre moi ? Geler mes comptes ? » « Monsieur Dubois, dis-je calmement, veuillez surveiller votre langage. Mon avocat enregistre cette conversation. » Il y eut un silence de l'autre côté, puis sa voix baissa d'un ton. « Chloé, on est obligé d'en arriver là ? On peut s'asseoir et discuter, non ?» Je ricanai. « Quand tu as falsifié le titre de propriété et ma signature sur le contrat de prêt, pourquoi n'as-tu pas pensé à discuter avec moi ? Quand tu es parti en vacances avec ta maîtresse en la faisant passer pour ta femme, pourquoi n'as-tu pas pensé à discuter avec moi ? C'est un malentendu, s'empressa-t-il d'expliquer. Léa, c'est juste une cousine éloignée. La photo de famille, c'était une blague. Le titre de propriété, c'est peu, être une erreur du cadastre. Ah ! Monsieur Dubois, le coupai-je, on se verra au tribunal. Je raccrochai. Maître Perrin hocha la tête en signe d'approbation. Très bien géré. Maintenant, il va devenir violent. Il faut s'y préparer.
Effectivement, moins de 30 minutes plus tard, je reçus un message urgent de Sophie. Julien est à l'appartement avec ses parents. Ils font un scandale chez le concierge pour qu'il change les serrures. Maître Perrin et moi nous y rendîmes immédiatement. De loin, on entendait la voix stridente de ma belle-mère. « Mon fils est propriétaire, pourquoi ne peut-il pas entrer? Vous êtes payé par cette femme, c'est ça ?» Le concierge avait l'air très embarrassé. « Madame Martin a officiellement déclaré la perte du titre et un nouveau est en cours d'émission. Légalement, elle est la seule à avoir des droits sur cet appartement pour le moment. »« N'importe quoi !» cria mon beau-père en frappant le comptoir. « La moitié de cet appartement appartient à mon fils. De quel droit Chloé l'empêche-t-elle d'entrer ?» Je pris une profonde inspiration et entrai. « Beau papa, belle maman !» Ça faisait longtemps. « Vous avez passé de bonnes vacances en Corse ?» La photo de famille était très réussie. Les trois se retournèrent en même temps. Leurs expressions étaient un spectacle. Le visage de Julien était violet, et ma belle-mère me regardait comme si elle voulait me manger vivante. « Chloé !» Ma belle-mère se précipita pour m'attraper. « Comment oses-tu? Comment oses-tu faire ça à mon fils ?» Maître Perrin s'interposa. « Madame, veuillez vous calmer. Toute agression physique est illégale. Nous filmons toute la scène. » La main de ma belle-mère s'arrêta en l'air. Son visage blêmit et elle retira sa main. « Belle affaire. Tu ramènes même un avocat pour t'en prendre à ta belle famille. »« Chloé, dit Julien en repoussant sa mère, les dents serrées. Qu'est-ce que tu veux à la fin? »« C'est simple, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Divorcer et récupérer tout ce qui m'appartient. »« Ne rêve pas, hurla Julien. Mon nom est sur le titre de propriété. N'espère pas tout garder. »« Ah oui ?» Je sortis des documents de mon sac. Voici l'enregistrement original du service foncier. L'appartement est en indivision. 70% pour moi, 30% pour vous. Le document que vous avez falsifié est déjà une preuve de délit. Le visage de Julien devint livide. C'est faux. Et ce n'est pas tout, continuai-je. Vous avez imité ma signature pour un contrat de prêt, viré 468 000 € à votre maîtresse. Tout cela constitue une faute grave. Selon la loi, non seulement vous n'aurez pas de part de l'appartement, mais vous pourriez même me devoir des dommages et intérêts. Ma belle-mère n'en pouvait plus. C'est impossible. Mon fils t'a nourri pendant des années, et voilà comment tu le remercies. M'a nourri? J'ai failli éclater de rire. Belle-maman, pendant 3 ans, nous avons eu des finances séparées. Le crédit de l'appartement, l'électricité, l'eau, les charges, j'ai tout payé seul. Votre fils me donnait 1500 € par mois, ce qui ne couvrait même pas ses propres repas. Ma belle-mère resta sans voix. Mon beau-père plissa les yeux. « Chloé, on est une famille. Pourquoi aller si loin? Julien a fait une erreur, mais tu n'es pas irréprochable non plus. Un homme peut faire une petite erreur de temps en temps. » Une petite erreur? Le coupai-je. Falsifier des documents? C'est une petite erreur? Dilapider le patrimoine? C'est une petite erreur? Emmener sa maîtresse en vacances en la faisant passer pour sa femme? C'est une petite erreur? Julien se précipita pour m'arracher les papiers, mais Maître Perrin l'arrêta. Il était comme une bête acculée. « Chloé, ne me pousse pas à bout, je connais du monde. Je peux te rendre la vie impossible à Paris, tu le sais. »« Menace, donc, » dit calmement Maître Perrin en activant l'enregistrement. « Monsieur Dubois, cet enregistrement sera une preuve très défavorable pour vous. » Julien comprit enfin la gravité de la situation. Son attitude changea du tout au tout. « Chloé, ma chérie, je suis désolé. J'ai vraiment tout gâché. Donne-moi une chance. Je vais rompre avec Léa. Je ferai tout ce que tu veux. » En voyant son air pitoyable, je n'éprouvais que du dégoût. C'est à cause de cet air que j'avais pardonné ses trahisons et mensonges tant de fois. « C'est trop tard, Julien, » dis-je calmement. « Je vous ai donné trop de chance. Maintenant, je veux juste mettre fin à ce mariage au plus vite. »« Ne rêve pas, » cria soudain Julien. « Je vais faire traîner ce procès. 3 ans, 5 ans, s'il le faut. On verra qui craquera le premier. »« Ce ne sera pas à vous de décider, » intervint Maître Perrin en tendant un dossier. « Voici les preuves que Madame Martin a recueillies sur votre vie maritale avec Mademoiselle Léa. Relevé de virements, photos intimes, conversations. Si tout cela est présenté au tribunal, non seulement la procédure sera accélérée, mais vous risquez de lourds dommages et intérêts. » Julien s'effondra sur une chaise, comme un ballon dégonflé.
Ma belle-mère voulut dire quelque chose, mais mon beau-père l'en empêcha. Eux aussi avaient enfin compris que leur précieux fils s'était heurté à un mur. « Je vous donne 3 jours, dis-je en me levant. Si vous acceptez le divorce par consentement mutuel, l'appartement est à moi, le reste sera partagé selon la loi. Si vous persistez, on se verra au tribunal, mais soyez prêts à en assumer toutes les conséquences. » En quittant le bureau du concierge, je poussai un soupir de soulagement. Le soleil était chaud sur mon visage. Mon téléphone sonna. Un email d'Emma. En pièce jointe, une offre d'emploi pour le poste de directrice marketing à la filiale de Singapour. Le salaire était 3 fois supérieur à mon salaire actuel. « Avez-vous pris votre décision ?» demanda Maître Perrine. Je hochai la tête. « Une fois que tout sera réglé ici, je partirai à Singapour pour commencer une nouvelle vie. »« C'est une sage décision, » sourit Maître Perrin. « Mais Julien n'abandonnera pas si facilement. Il pourrait utiliser des moyens encore plus vils. »« Je l'attends, » dis-je en regardant l'immeuble au loin. C'était autrefois ma maison, mais maintenant ce n'était qu'un bâtiment froid. Cette fois, je ne reculerai pas. 3 jours plus tard, Julien n'avait pas signé les papiers. Au lieu de cela, il lança une campagne de dénigrement. D'abord, des parents de sa famille m'appelèrent pour me raisonner. Puis, il publia des messages larmoyants sur Facebook, insinuant que j'avais changé parce que j'avais trouvé un homme plus riche. Finalement, il vint à mon bureau et se plaignit de ma vie privée dissolue aux ressources humaines. Heureusement, j'étais prête. Convoqué par les RH, je présentai ma démission et l'offre d'emploi de Singapour. Parallèlement, Sophie m'aida à publier des démentis sur plusieurs sites d'information avec quelques preuves de l'adultère et de la falsification de Julien. L'opinion publique se retourna immédiatement. Les comptes de Julien sur les réseaux sociaux furent assaillis par des internautes en colère. L'entreprise de Léa fut même révélée. Ils devinrent la risée de tous. Un internaute zélé révéla même que Léa sortait avec 3 hommes en même temps. Julien devint la blague de tout le pays. « Cette fois, il est vraiment fini », dit Sophie triomphante. Mais nous avions sous-estimé son impudence. Un soir de pluie, il fit irruption dans l'appartement où je finissais de récupérer mes affaires, accompagné de son frère Mathieu. Il menaça de mourir avec moi. « Chloé !» Julien empestait l'alcool, les yeux injectés de sang. « Tu as ruiné ma vie, alors je vais ruiner la tienne. » Mathieu filmait avec son téléphone. « Belle sœur, il vaut mieux retirer votre plainte. Sinon, cette vidéo de votre réconciliation avec mon frère sera partout demain. » Je compris immédiatement leur stratagème. Mettre en scène une fausse réconciliation, voire une agression sexuelle. Mon cœur battait la chamade, mais je restais calme. « Julien, vous savez que c'est un crime ?»« Un crime ?» ricana Julien. « Quel crime entre mari et femme ? Je vais te dire, après ce soir, que tu retires ta plainte ou non, tu seras fini. » Au moment où il se jeta sur moi, j'appuyai sur le bouton d'alarme dans ma poche. Une sirène stridente retentit, et 2 collègues masculins qui attendaient dans l'appartement voisin défoncèrent la porte et maîtrisèrent les 2 frères. « La police arrive », dis-je en regardant Julien plaqué au sol. « Cette fois, avec l'effraction et la tentative de viol, vous en avez pour un bon moment en prison. » Le visage de Julien devint cendré, et Mathieu se mit à pleurer. « Belle sœur, c'est mon frère qui m'a forcé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. » Au loin, la sirène de la police se rapprochait. Je savais que cette comédie était enfin terminée. La dernière tentative désespérée de Julien m'avait donné l'occasion de me libérer de lui pour de bon. Au moment où la police lui passait les menottes, il se tourna vers moi. « Chloé, est-ce que tu m'as déjà aimé ?» Je restai silencieuse un instant, puis répondis honnêtement. « Oui, mais maintenant, il ne reste que du mépris. » La voiture de police s'éloigna, et la pluie cessa. Debout devant l'appartement, je regardais ce lieu chargé de tant de souvenirs. Mon cœur était étrangement calme. Demain, je mettrais officiellement cette maison en vente. La semaine prochaine, la première audience de divorce. Dans 1 mois, je serai à Singapour, commençant une toute nouvelle vie. Le téléphone sonna. Un texto de ma mère. « Ma chérie, j'ai fait tes raviolis préférés. Viens manger. » Je souris et répondis. « Oui, maman, j'arrive. » Dans le ciel nocturne, une étoile brillait. Je savais que c'était mon étoile, celle qui me guiderait vers l'avant. La veille de la première audience, j'ai reçu un appel de la police.
Julien, pendant son séjour en Corse, avait utilisé le faux titre de propriété pour obtenir un prêt de 200 000 € auprès d'un organisme de crédit. L'organisme, découvrant la falsification, avait porté plainte. « Madame Martin, vous êtes l'une des victimes dans cette affaire. Nous aurons besoin de votre coopération, dit le policier d'une voix sérieuse. J'ai immédiatement contacté Maître Perrin. En apprenant la nouvelle, il ne put s'empêcher de rire. Julien Dubois a creusé sa propre tombe. Pour un faux et usage de faux d'un tel montant, il risque au moins 3 ans de prison ferme. De la prison ferme ? Ai-je demandé. C'est très probable, répondit-il avec assurance. Et cela jouera énormément en notre faveur pour le divorce. Le juge reconnaîtra la faute grave de Julien, et le partage des biens vous sera sans aucun doute favorable. Je devrais être heureuse, mais une émotion complexe m'envahit. 3 ans de mariage se terminant de cette manière, quelle ironie. Le jour du procès, le tribunal était bondé de journalistes. Depuis que mon histoire avait circulé sur Internet, notre divorce était devenu un sujet brûlant. Quelqu'un avait même lancé un hashtag « Soutien à Chloé ». Julien arriva en retard avec ses parents et son avocat. En seulement 2 semaines, il avait vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient creux, son teint cireux. En me voyant, une lueur de haine brilla dans ses yeux, vite remplacée par la peur. Il savait qu'il faisait face non seulement à un divorce, mais aussi à des poursuites pénales. Le procès se déroula sans accroc. L'avocat de Julien tenta de plaider que les virements étaient de simples gestes amicaux et que Léa était une cousine éloignée. Mais lorsque le juge vit les photos intimes et les conversations explicites, même l'avocat resta sans voix. Concernant la falsification du titre de propriété et de la signature, la défense de Julien était inexistante. Quand le juge lui demanda pourquoi il avait fait ça, sa réponse stupéfia la salle. « Mon frère allait se marier, et sa belle famille ne contribuait pas. Je voulais juste aider ma famille. Et pour cela, vous avez falsifié des documents, imité des signatures et dilapidé le patrimoine commun ?» demanda sèchement le juge. « Connaissiez-vous les conséquences légales de tels actes ?» Julien baissa la tête, muet. Sa mère, dans le public, éclata en sanglots et fut escortée dehors par la sécurité. Pendant une suspension d'audience, Julien m'intercepta. « Chloé, au nom de nos 3 ans de mariage, ne pourrais-tu pas retirer ta plainte? Je te rends l'appartement. Je ne veux plus de cet argent. » « C'est trop tard, Julien, » dis-je en le regardant calmement. « Je vous ai donné une chance. Vous avez choisi la pire des issues. »« Tu veux ma mort ?» cria-t-il, les yeux injectés de sang. « Si je vais en prison, ma vie est finie. C'est vous qui l'avez cherché. » Je me détournai. Le jugement final dépassa toutes mes attentes. Le divorce fut prononcé. L'appartement me fut entièrement attribué. Les 468 000 € virés à Léa devaient m'être intégralement remboursés. 70% des économies de Julien me furent allouées à titre de dommages et intérêts. De plus, il devait payer mes frais d'avocat et les dépens. Pendant la lecture du jugement, le visage de Julien devint livide et sa mère s'évanouit. Les flashs des photographes crépitaient. La scène misérable de la famille Dubois fut immortalisée. En sortant du tribunal, le soleil était éblouissant. Maître Perrin me tapota l'épaule. « Félicitations, Madame Martin. Justice a été rendue. »« Merci, maître, » dis-je sincèrement. « Sans vous, je n'aurais jamais pu gagner aussi brillamment. Quels sont vos projets maintenant? Que comptez-vous faire de l'appartement? »« Le vendre, dis-je sans hésiter. Je l'ai déjà confié à une agence. La semaine prochaine, je pars à Singapour pour mon nouveau travail. » Maître Perrin hocha la tête. Sage décision. Ah, et pour l'affaire pénale de Julien, souhaitez-vous aller jusqu'au bout? Je réfléchis un instant. Je ne veux plus aucun lien avec lui. S'il plaide coupable et rembourse, je peux retirer ma plainte. Mais pour le reste, je laisse la justice suivre son cours. Compris. Je m'occuperai des formalités. Maître Perrin me fit ses adieux. Je vous souhaite un excellent nouveau départ à Singapour. De retour au studio, j'ai commencé à faire mes valises. 3 ans de mariage et tout ce que j'emportais tenait dans 2 valises. Mon téléphone ne cessait de sonner. Des messages de félicitations de mes amis. Je répondis à chacun et éteignis mon téléphone, savourant ce rare moment de calme. Le soir, Sophie vint célébrer avec du champagne. Ce salaud de Julien est sur la paille maintenant. Ça fait du bien,
Nous avons trinqué. Les bulles pétillaient sur ma langue. Sophie devint soudain sérieuse. Honnêtement, Chloé, pendant 3 ans, c'est toi qui m'as le plus inquiété. De te voir perdre confiance en toi, ne plus être toi-même. Je sais, dis-je en serrant mon verre. Parfois je me demande pourquoi j'ai été si stupide. Il y avait tant de signes. Pourquoi ai-je fermé les yeux? À cause de l'amour, idiote, soupira Sophie. L'amour rend aveugle, mais heureusement, tu t'es enfin réveillé. Le lendemain matin, l'agence immobilière m'appela. L'appartement s'était vendu pour 25 millions d'euros. 50 000 euros au-dessus du prix du marché. L'acheteuse était une mère célibataire qui appréciait la proximité des écoles et le style de l'appartement. L'acheteuse souhaite finaliser la vente au plus vite. « Est-ce que ça vous convient ?» demanda prudemment l'agent. « Pas de problème, » acceptai-je volontiers. « Je peux passer signer demain. » En raccrochant, je me sentis soudainement plus légère. Cette maison, pleine de mauvais souvenirs, allait enfin appartenir au passé. La signature s'est déroulée sans encombre. Après avoir signé le dernier document, l'acheteuse, une femme élégante d'âge mûr, me prit la main. « Chloé, j'ai vu les nouvelles. Vous êtes très courageuse. » Dans mes mains, cette maison sera remplie d'amour et de rire. Mes yeux s'embuèrent légèrement. « Merci. C'est tout ce dont cette maison avait besoin. » En quittant l'office notarial, j'ai décidé de retourner une dernière fois à l'appartement. La nouvelle propriétaire n'emménageait que le lendemain. La maison était vide. En poussant la porte familière, seuls mes pas résonnaient. Le soleil filtrait par les baies vitrées. J'ai parcouru lentement chaque pièce. Les souvenirs affluaient. Le salon, où Julien avait une fois renversé la table parce que mon dîner n'était pas à son goût. Le bureau, où il prétendait travailler tard alors qu'il était en appel vidéo avec Léa. La chambre, où il m'avait parfois forcé, ivre. Mais il y avait aussi eu de beaux moments. La cuisine, où j'avais organisé une grande fête pour mes parents. Le balcon, où j'avais refait le monde avec mes amis autour d'un verre de vin. Le jardin, où les roses que j'avais plantées fleurissaient chaque année. « Au revoir », murmurai-je en fermant doucement la porte. Cette fois, je ne me suis pas retourné. En quittant la résidence, je suis tombé sur Mathieu, le frère de Julien. Il avait l'air hagard. En me voyant, il fut surpris, puis se précipita vers moi. « Belle-sœur, non, Chloé, » il bégaya. « Pouvez-vous me prêter de l'argent? Mon frère est en prison. La famille de ma copine a rompu les fiançailles. Et ma mère est hospitalisée pour hypertension. » Je n'en croyais pas mes oreilles. La famille Dubois avait encore le culot de me demander de l'argent? « Mathieu, » dis-je calmement, « savez-vous que votre frère a falsifié ma signature pour hypothéquer mon appartement, justement pour vous acheter le vôtre? » Son visage changea. Je ne savais pas d'où venait l'argent. « Votre famille est vraiment sans scrupules, » ricanai-je. « Que votre frère soit en prison, que votre mère soit malade et que votre mariage soit annulé, c'est le karma. Occupez-vous de vos propres problèmes. » Sur ce, je me suis détourné. Derrière moi, Mathieu cria avec colère. « Chloé, espèce de femme froide et sans cœur. Mon frère était vraiment aveugle pour épouser quelqu'un comme toi. » Sans me retourner, j'ai simplement agité la main. Un dernier adieu. De retour au studio, j'ai terminé mes derniers cartons. Les RH de mon nouveau travail à Singapour m'avaient envoyé des guides d'installation. Emma m'avait préparé une liste de choses essentielles. Une nouvelle vie m'appelait. Lumineuse et pleine d'espoir. Le soir, ma mère m'appela en vidéo. Mon père, à côté, posait 1000 questions. Il voulait absolument m'accompagner à Singapour, mais j'ai refusé. « Maman, papa, je ne suis plus une enfant », ai-je ri. « Et Singapour, c'est génial. Ne vous inquiétez pas. Tu seras toujours notre bébé », dit ma mère en essuyant une larme. « Fais bien attention à toi, si loin. »« Je le ferai. » La rassurai-je doucement. « Et avec les transports d'aujourd'hui, vous pourrez venir me voir quand vous voudrez. » Après avoir raccroché, je me suis tenu à la fenêtre, regardant cette ville où j'avais vécu près de 10 ans. Sous les lumières scintillantes, combien de joie et de peine se jouaient? Mon histoire n'était qu'une parmi tant d'autres. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Sophie. « Chloé, je viens d'avoir une nouvelle du tribunal. Julien a plaidé coupable. Le procureur a requis 3 ans. Il a demandé à te voir une dernière fois par l'intermédiaire de son avocat. » « Non. » J'ai dit fermement. « Je n'ai plus rien à lui dire.
Je m'en doutais, rit Sophie. Tu as réservé ton billet? Tu veux que je vienne te dire au revoir à l'aéroport? Vol demain à 15 heures, pas la peine. Tu sais que je déteste les adieux. Bon voyage alors. La voix de Sophie devint soudainement rauque. Appelle souvent. Et ne m'oublie pas quand tu auras trouvé un nouveau mec. Jamais. Tu es ma meilleure amie. J'ai eu le nez qui pique. Je t'inviterai à Singapour dès que je serai installé. La nuit était profonde. J'ai terminé mes derniers cartons. J'ai éteint la lumière et me suis allongé. Demain, à la même heure, je serai à 10 000 mètres d'altitude, volant vers une vie entièrement nouvelle. En fermant les yeux, les 3 dernières années ont défilé comme un film au ralenti. La douleur, la trahison, la lutte, la prise de conscience. Tout s'était finalement transformé en une force pour grandir. Je me suis souvenu d'une phrase que j'avais lue quelque part. Il y a des chemins que l'on doit parcourir seul, des larmes que l'on doit essuyer soi-même et des peines que l'on doit supporter seul. Mais une fois ce chemin parcouru, on rencontre une meilleure version de soi-même. Demain, le soleil se lèverait encore, et je ne serais plus la Chloé qui subissait en silence. Aéroport de Changi, Singapour. Un flot incessant de voyageurs. En poussant mon chariot, j'ai tout de suite repéré Emma, tenant une pancarte avec mon nom. 3 ans sans la voir. Elle avait les cheveux coupés courts, un tailleur chic. Elle paraissait encore plus vive qu'à Londres. « Chloé !» Elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Bienvenue dans ta nouvelle vie. » Emma m'a aidé à m'installer dans un appartement près du bureau et m'a emmené manger un authentique bak kut teh. À table, elle a prudemment abordé mon divorce. Je lui ai résumé la situation. Mon Dieu, ce salaud devrait pourrir en prison. J'ai souri et secoué la tête. Le passé est le passé. Je veux regarder vers l'avant maintenant. Mon nouveau travail était exigeant mais passionnant. En tant que directrice marketing pour la région Asie-Pacifique, j'étais responsable de la promotion de la marque dans une 12aine de pays. Mon emploi du temps chargé ne me laissait pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Chaque jour était plein et enrichissant. 1 mois plus tard, j'ai reçu un email de Maître Perrin. Julien avait été condamné à 3 ans de prison pour faux, usage de faux et escroquerie. Parallèlement, le jugement de divorce avait été exécuté. Les fonds de Julien avaient été transférés sur mon compte. Léa avait également été condamnée à rembourser une partie des sommes. L'email contenait une capture d'écran d'un journal national. Escroquerie au titre de propriété. Une femme obtient un divorce retentissant. Sur la photo, Julien, entouré de journalistes, avait l'air pitoyable. J'ai fermé l'email calmement. Aucune émotion. Le week-end, j'ai assisté à une soirée en yacht organisée par l'entreprise à Marina Bay. La vue nocturne sur la rivière Singapour était spectaculaire. Mes collègues trinquaient joyeusement. Jackson, le directeur marketing, s'est approché avec une coupe de champagne. « Lynn, mon nom anglais au bureau, j'ai entendu dire que vous aviez quitté un poste de direction en France pour venir ici. C'est très courageux. » J'ai souri sans répondre. Il ne pouvait pas savoir que je n'étais pas venu pour ma carrière, mais pour fuir un passé que je ne voulais pas affronter. 3 mois passèrent. Je m'étais complètement adapté au rythme de Singapour. Mon travail était sur les rails. Je m'étais fait de nouveaux amis. Parfois, je postais des photos de la ville sur Instagram. Sophie était toujours la première à aimer et à commenter. « Je suis morte de jalousie !» Un mardi matin ordinaire. Alors que je préparais un rapport trimestriel, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, avec un indicatif français. « Allô ?» J'ai hésité avant de répondre. « Madame Chloé Martin ?» Une voix de femme, faible, s'est fait entendre. « Je suis la mère de Julien. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. » Ma belle-mère. Comment avait-elle eu mon nouveau numéro? « Que voulez-vous » ai-je demandé froidement. « Chloé. » Sa voix était pleine de sanglots. « Je suis désolé. Tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Ne pourrais-tu pas pardonner à mon Julien? Il a déjà été malade 2 fois en prison. Le médecin dit que s'il continue comme ça. »« Madame, l'ai-je coupé. Premièrement, vous n'êtes pas ma mère. Deuxièmement, si Julien est en prison, c'est de sa faute. Enfin, ne me contactez plus jamais. Comment peux-tu être aussi cruel? » Sa voix est devenue soudainement aiguë. « Un jour marié, 100 jours d'affection. Julien était ton mari. Comment peux-tu le laisser mourir en prison? S'il est vraiment malade, la prison a des services médicaux.
ai-je dit calmement. Et mon avocat vous enverra une mise en demeure officielle pour harcèlement. J'ai raccroché et immédiatement contacté Maître Perrin. Il a été très surpris qu'elle ait trouvé mon numéro et a promis d'enquêter et de prendre des mesures légales. Cet incident fut comme une pierre jetée dans un lac calme. Une ondulation, puis le calme est revenu. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message sur LinkedIn. « Bonjour Madame Martin, je suis Cécile Leroy, DRH du groupe X. J'ai entendu dire que vous réussissiez très bien à Singapour. Je me permets de vous contacter. Nous recherchons actuellement un directeur marketing avec une expérience internationale. Seriez-vous intéressé par un retour en France? » Le groupe X était un géant de l'industrie en France. Le poste de directrice marketing était un objectif de carrière pour moi, mais rentré en France. Je n'étais pas prête à affronter ce lieu rempli de souvenirs douloureux. J'ai répondu poliment que j'étais très satisfaite de mon poste actuel. Cécile a répondu rapidement. « Je comprends, mais c'est une opportunité rare. Salaire de 200 000 €, stock option, rapport direct au PDG. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas. 200 000 €, le double de mon salaire actuel. » J'ai longuement regardé ce message sans l'effacer. Le temps a filé. 6 mois que j'étais à Singapour. Mon équipe avait signé 2 gros contrats. Le PDG m'avait félicité publiquement. Emma disait que j'étais l'expatrié qui s'était adapté le plus rapidement et m'encourageait à demander la résidence permanente. Mais l'offre de retour en France me trottait dans la tête. Non pas pour le poste, mais parce que je réalisais soudain que je fuyais. Je fuyais le lieu où se trouvait Julien, où se trouvaient les souvenirs douloureux. Je fuyais la personne faible que j'avais été. Un week-end, je suis allé seul sur l'île de Sentosa. Assise sur le sable blanc, face à la mer, j'ai eu une révélation. Le véritable lâcher-prise n'est pas de fuir, mais de choisir de ne pas se retourner tout en ayant la capacité de faire face. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à Cécile pour lui dire que je souhaitais en discuter davantage. J'ai aussi contacté Maître Perrin pour savoir si, en rentrant, je risquais d'être harcelé par Julien et sa famille. Julien est toujours en prison. Il lui reste au moins 2 ans, a-t-il répondu. Ses parents, depuis la mise en demeure, ne vous importuneront plus. De plus, votre réputation en France est excellente. Beaucoup de femmes vous voient comme un modèle de lutte contre la violence conjugale. Un modèle. J'ai souri amèrement. Je n'étais qu'une femme ordinaire qui avait contre-attaqué, une fois acculée. L'entretien avec le groupe X s'est très bien passé. Après un entretien vidéo, ils ont même proposé une rencontre en personne à Singapour. Le président de la région Asie-Pacifique a dîné avec moi, me présentant en détail les plans de développement de l'entreprise. « Madame Martin, votre parcours nous a impressionnés », a-t-il dit sincèrement. « Non seulement pour vos compétences, mais aussi pour la force et le courage que vous avez montrés. Ce sont les valeurs de notre entreprise. » Ainsi, après 8 mois à Singapour, j'ai décidé de rentrer. Emma était triste mais a compris mon choix. Suis ton cœur. Singapour t'attendra toujours. Mon départ a été rapide. Le PDG a essayé de me retenir avec une augmentation de 30%, mais j'ai refusé. Ce n'était pas une question d'argent. Je devais accomplir ce rituel de rédemption personnelle. Retourner là où j'avais été blessé et y commencer une nouvelle vie, la tête haute. 1 semaine avant mon retour, un message de Sophie. Léa a arnaqué ton ex-mari. Elle a rencontré la famille d'un autre détenu au parloir. Ils ont comploté pour lui prendre le peu d'argent qui lui restait et se sont enfuis. Je devrais être contente, mais une certaine tristesse m'envahit. Julien avait tout calculé, mais avait finalement été trahi par tout le monde. Était-ce le karma? L'avion a atterri à Roissy. C'était octobre, en plein automne. Par le hublot, je voyais le ciel bleu et les platanes aux feuilles dorées. C'était d'une beauté à couper le souffle. En attendant mes bagages, mon téléphone a sonné. Un message de bienvenue de Cécile. À la fin, une phrase ajoutée « Ah, il y a une fête de bienvenue demain soir. Le PDG aimerait vous présenter à l'équipe. Est-ce que ça vous convient ?» J'ai confirmé et pris une profonde inspiration. Poussant mon chariot vers la sortie, le soleil à travers la verrière me réchauffait le visage. « Chloé, bienvenue à la maison », me suis-je dit intérieurement. La fête de bienvenue du groupe X se tenait dans un restaurant au 85e étage d'un gratte-ciel parisien. J'avais choisi un tailleur pantalon bordeaux, professionnel sans être austère.
Madame Martin, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Le PDG, M. Dubois, une coïncidence de nom, un homme d'une cinquantaine d'années, me serra la main. Votre cas a même été discuté dans mes cours de MBA. J'ai souri et remercié, un peu surprise. Mon divorce, un cas d'études en école de commerce? J'ai vite compris pourquoi. La femme du PDG, une universitaire élégante, s'est approchée de moi. Chloé, je suis Anne Valois, professeur de droit à l'université. Je dirige également un centre de recherche sur les droits des femmes. Votre cas est emblématique. Il montre parfaitement comment une femme instruite peut utiliser l'arme de la loi pour se protéger. Vous exagérez, dis-je, un peu gêné. À l'époque, j'étais juste acculé, j'ai réagi par instinct. C'est cet instinct qui est digne d'étude, dit-elle, les yeux brillants d'intelligence. Tant de femmes, dans des situations similaires, choisissent de subir. Vous avez prouvé par l'action que la loi est une arme efficace. Au milieu de la fête, un homme en costume s'est présenté. Madame Martin, bonsoir. Je suis le conseiller juridique du groupe. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Jouda. Pendant que nous discutions, une jeune femme s'est timidement approchée. Excusez-moi, vous êtes bien Chloé Martin? C'était une stagiaire du marketing. Elle m'a dit que mon histoire lui avait donné le courage de quitter une relation toxique. En vous voyant, je crois que je peux aussi recommencer à zéro, dit-elle, les larmes aux yeux. À ce moment, j'ai réalisé que mon histoire avait être une signification qui me dépassait. Ce n'était pas seulement mon histoire, mais celle de nombreuses femmes. À la fin de la soirée, le PDG a fait raccompagner à mon hôtel. Dans la voiture, il m'a tendu un dossier. Madame Martin, voici une invitation pour le Forum des entreprises d'Asie-Pacifique le mois prochain. Le groupe a décidé que vous nous y représenteriez pour un discours d'ouverture. C'était un forum prestigieux. Habituellement, seuls les vice-présidents et au-dessus y participaient. Mais je manque d'expérience. Ne soyez pas modeste, rit le PDG. Vos résultats à Singapour sont reconnus de tous. Il ajouta, énigmatique. De plus, votre expérience personnelle correspond parfaitement au thème de cette année. Réinventer le leadership en temps de crise. De retour à l'hôtel, je n'ai pas trouvé le sommeil. Dehors, la vue de Paris la nuit était spectaculaire. Une splendeur différente de celle de Singapour. En seulement un an, ma vie avait été bouleversée. De femme au foyer méprisée à cadre supérieur d'une multinationale. D'une personne qui subissait à une source d'inspiration. Mon téléphone sonna. Un message de Sophie. Alors, ce premier jour de retour, ça va? On se voit demain si tu as le temps? J'ai répondu avec un smiley. Bien sûr, j'ai une montagne de choses à te raconter. Le lendemain midi, nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille. Elle m'a serré dans ses bras. Madame la directrice, ce charisme se sent à 100 mètres. J'ai ri et l'ai tapoté. Arrête tes bêtises. Et toi alors? Ta promotion comme associé au cabinet? N'en parle pas, soupira-t-elle. Les vieux croutons pensent que je suis encore trop jeune. Elle baissa la voix. Mais je viens de prendre une grosse affaire. La mère de Julien qui poursuit Léa en restitution de biens. Quoi? J'ai failli recracher mon café. Quel nouveau drame! Il s'est avéré que ma belle-mère accusait Léa d'avoir escroqué l'argent de Julien et demandait la restitution de près de 800 000 € de dons. Léa prétendait que c'était une compensation pour sa jeunesse perdue. Les deux femmes s'étaient battues au tribunal. Sophie racontait avec enthousiasme. La belle-mère traitait Léa de renarde et Léa lui reprochait de mal élever son fils. Le juge était consterné. J'ai secoué la tête. Je ne voulais plus entendre parler de cette comédie. Julien et sa vie chaotique ne me concernaient plus. « Ah !» dit soudain Sophie sérieuse. « Il faut que je te dise quelque chose. Julien pourrait être libéré avec 6 mois d'avance pour bonne conduite. » Mon cœur se serra. « Quand ? » Probablement le mois prochain. Sophie me regarda avec inquiétude. « Est-ce que ça va affecter ta décision de revenir ?» J'ai réfléchi un instant et secoué la tête. « Non, Paris est immense, il y a peu de chances qu'on se croise. Et puis, la Chloé d'aujourd'hui n'est plus celle qui se laisse faire. Ça, c'est la Chloé que je connais ?» Sophie leva son verre. « À ta nouvelle vie ?» Les jours suivants furent chargés. J'ai officiellement pris la direction de l'équipe marketing, commencé à constituer ma propre équipe. Le discours pour le forum a été révisé maintes et maintes fois. Le jour J, j'ai choisi un tailleur bleu roi, professionnel,
sans perdre sa féminité. Devant le miroir, je peinais à me reconnaître. Confiante, droite, le regard plein d'assurance. Pour notre prochaine intervention sur la réinvention du leadership en temps de crise, veuillez accueillir Madame Chloé Martin, directrice marketing du groupe X. Sous les applaudissements, je suis monté sur scène. Sous les projecteurs, je ne distinguais pas bien les visages, ce qui me mit plus à l'aise. Il y a 1 an, j'étais au cœur de la plus grande crise de ma vie, ma voix était claire et ferme. Mon mariage était brisé, ma confiance trahie et ma propre valeur niée. J'ai partagé comment j'avais réussi à me retrouver, à transformer la douleur en force. À la fin, j'ai dit, le véritable leadership ne consiste pas à contrôler les autres, mais à contrôler sa propre vie. C'est lorsque nous avons le courage d'affronter nos plus grandes peurs que nous découvrons notre plus grande force. Merci. La salle entière s'est levée pour applaudir. Par la suite, les participants se sont pressés pour échanger des cartes de visite. Parmi eux, de grands noms de l'industrie. Au loin, le PDG me fit un pouce levé, l'air ravi. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Chloé, je suis sorti de prison. J'ai entendu dire que tu allais très bien. Félicitations. On pourrait se voir une fois? J'ai tant de choses à te dire. » C'était Julien. Mon doigt a hésité sur l'écran, puis j'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Le chemin parcouru ne se refait pas et les personnes perdues ne se retrouvent pas. Le discours du forum, diffusé sur Internet, m'a apporté des opportunités inattendues. Des demandes d'interviews de magazines économiques, une invitation à une émission télévisée. Finalement, une maison d'édition m'a contacté pour écrire un livre sur le leadership féminin. Madame la directrice, vous êtes devenue une star, a plaisanté ma jeune assistante. L'accueil dit que des fans vous envoient souvent des fleurs. J'ai secoué la tête et demandé à l'accueil de refuser tout cadeau d'origine inconnue. La célébrité est une épée à double tranchant. Un vendredi après-midi, Cécile Leroy est entrée dans mon bureau. Chloé, le mois prochain, c'est la Journée internationale des droits des femmes. La Fédération des femmes vous invite à prendre la parole lors d'un forum de haut niveau en tant que représentante des femmes qui ont réussi. Le PDG a approuvé. Je pris l'invitation dorée. Le thème « Croissance et émancipation des femmes dans une nouvelle ère ». La liste des intervenants comprenait des entrepreneurs, des universitaires et des artistes célèbres. Mon nom y figurait. « C'est un peu trop pour moi, non ?» m'inquiétai-je. « Ne soyez pas modeste », me tapota-t-elle l'épaule. « Vous savez comment on vous appelle sur Internet maintenant? La reine de la contre-attaque. Votre histoire a inspiré tant de femmes. Le soir, j'ai annoncé la nouvelle à mes parents en vidéo. Ma mère pleurait d'émotion, et mon père annonçait fièrement qu'il préviendrait toute la famille de regarder la retransmission en direct. « Chloé, » dit soudain ma mère à voix basse, « ce Julien est venu chez nous il y a quelques jours. » Mon sourire se figea. « Pourquoi ?» Il a dit qu'il venait s'excuser, a poursuivi mon père. Il a beaucoup maigri, il était très poli. Il a dit qu'il avait tout gâché, qu'il ne s'attendait pas à ton pardon, mais qu'il espérait une chance de se racheter. « Maman, papa, vous ne lui avez pas donné mon numéro, j'espère ?» « Bien sûr que non, » s'est empressé de dire ma mère. « Ton père a failli le chasser à coups de balai. » J'ai poussé un soupir de soulagement et leur ai demandé de ne plus le voir. Le forum s'est tenu au Palais des Congrès. J'avais préparé un discours intitulé « Du foyer au bureau, le chemin de la réinvention de soi d'une femme ». J'y ai partagé comment j'avais échappé à une relation toxique pour retrouver ma propre valeur. Lorsque nous laissons aux autres le droit de nous définir, nous perdons notre plus précieuse liberté. Et la véritable émancipation commence par la reconquête de ce droit, ma voix résonnait dans la salle. Divorcer n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas avoir la capacité de divorcer. Être célibataire n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas avoir la capacité de vivre seul. Un tonnerre d'applaudissements éclata. J'ai vu de nombreuses femmes dans le public, les larmes aux yeux. Parmi elles, ma mère. Elle et mon père étaient venus spécialement pour l'occasion. Après, une femme aux cheveux blancs, accompagnée par un assistant, s'est approchée de moi. Je l'ai reconnue. Une célèbre femme d'affaires. « Chloé, quel discours merveilleux !» dit-elle en me prenant la main avec bienveillance. « Les histoires sincères sont toujours les plus puissantes. Continuez à être une voix pour les femmes. » Ému, je n'ai pu que hocher la tête.
Les flashs crépitaient. Ce soir-là, cette photo a fait la une des journaux économiques. Lors de la réception qui a suivi, j'ai reçu d'innombrables cartes de visite et propositions. Alors que j'étais un peu fatigué, une silhouette familière est apparue à la porte. C'était Julien. Dans un costume mal ajusté, un bouquet à la main, il essayait de se faufiler. La sécurité l'a arrêté. Une altercation a éclaté. J'ai hésité, puis je me suis approché. « Chloé !» Ses yeux se sont illuminés. « Je voulais juste te féliciter en personne. Tu es si magnifique maintenant. » Il avait beaucoup maigri, des cernes profonds sous les yeux. Son élégance passée avait disparu. Le bouquet dans ses mains semblait bon marché et pathétique. « Julien, dis-je calmement, partez, s'il vous plaît. Je sais que je n'ai pas le droit de te voir. » Sa voix était rauque. J'ai tout gâché, vraiment. Léa est partie avec mon argent, ma mère a fait une crise cardiaque, j'ai perdu mon travail, c'est mon karma. En le voyant en larmes, mon cœur est resté de marbre. Les blessures du passé étaient trop profondes, même pour la haine. Le passé est le passé, dis-je. Je vous souhaite une bonne continuation, mais ne me cherchez plus. Chloé, il s'est soudainement agenouillé. Donne-moi une chance. Messieurs de la sécurité, me suis-je retourné et appelé? Veuillez raccompagner cet homme. 2 agents l'ont saisi par les bras et l'ont traîné dehors. Il se débattait, criant « Chloé, espèce de femme sans cœur !» Au nom de nos années de mariage. Tout le monde dans la salle nous regardait. J'ai rajusté ma tenue et suis retourné dans la salle, la tête haute. Ma mère m'a accueilli, inquiète. Je l'ai serrée dans mes bras. « Maman, ça va. » Après cette nuit, Julien n'est plus jamais apparu dans ma vie. Certains disaient qu'il était parti travailler sur des chantiers dans le sud, d'autres qu'il était retourné dans sa ville natale pour s'occuper de sa mère malade. Quoi qu'il en soit, cela ne me concernait plus. Le succès du forum a duré un certain temps. Mon nombre d'abonnés sur LinkedIn a explosé. L'entreprise en a profité pour me nommer à la tête d'un nouveau centre de développement du leadership féminin avec des stocks options supplémentaires. Au printemps, j'ai acheté un appartement à Paris. Le jour de la signature, j'ai veillé à ce que le titre de propriété soit uniquement à mon nom. Debout dans mon nouvel appartement vide, j'ai appelé Sophie en vidéo pour trinquer virtuellement. « Madame la directrice, vous êtes vraiment la gagnante de la vie ?» a dit Sophie en croquant une pomme. « Et l'amour? Des nouvelles? Mon travail et mon amour ?» ai-je ri. « Et toi, ta promotion? Grâce à toi, c'est fait ?» a-t-elle dit fièrement en agitant son verre. Maintenant, même les vieux du bureau m'appellent respectueusement maître chevalier. Nous avons trinqué à travers l'écran. J'ai raccroché et suis allé sur le balcon. L'air d'avril à Paris sentait le lilas. Au loin, les gratte-ciel de la ville. Il y a 1 an, j'étais encore la Chloé piégée dans un mariage malheureux. Aujourd'hui, je m'étais métamorphosé. Le téléphone sonna. Un email de mon éditrice. Mon autobiographie, Renaissance, était terminée. Elle sortirait à la fin de l'année. L'éditrice me suggérait d'ajouter un chapitre sur la construction de relations saines. Parce que, écrivait-elle, beaucoup de lecteurs se demandent si, après une telle épreuve, vous croyez encore en l'amour. Je me suis assise à mon bureau et, sur une page blanche, j'ai tapé une phrase « Je crois en l'amour, mais je crois encore plus en moi-même. » La véritable sécurité ne vient jamais de la promesse d'un autre, mais de la confiance en soi. Dehors, un croissant de lune s'était levé, baignant le monde d'une lumière argentée.